All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Le juge président, rebonjour à tous. Monsieur le témoin, rebonjour. I give immediately. Sans plus tarder, je redonne la parole immédiatement au représentant de l'accusation pour qu'il puisse poursuivre son interrogatoire. Monsieur Garcia, vous avez la parole. Thank you, Your Honor. Monsieur Garcia, merci, monsieur le président. Alors, rebonjour, monsieur le témoin. Lorsqu'on s'est laissé avant la pause, vous étiez en train de nous parler du fait que vous étiez rendu à Yopougon. Il avait été question de trouver un représentant et qu'il y avait un pasteur Gami également qui s'y trouvait comme candidat. Qu'est-ce qui est arrivé, en fin de compte? En fin de compte, il y a eu une élection démocratique où les jeunes ont porté leur choix sur ma personne. Simplement pour qu'on soit clair à cet égard, je crois que vous en avez déjà parlé, mais les jeunes dont il est question, est-ce qu'il s'agit simplement de jeunes de votre région, de la région de l'Ouest, ou est-ce qu'il y avait d'autres jeunes qui participaient à cette élection? De la région du Tompi. Qui a été choisi? Simplement qu'on puisse bien comprendre cette situation, lorsqu'on vous choisit, vous, en tant que représentant, qu'est-ce que cela va impliquer? Quelles seraient vos fonctions en tant que représentant? Écoutez, si on est choisi pour représenter la région du Tompi au niveau de la jeunesse, cela sous-entend qu'on est celui-là qui va chapeauter la campagne de la jeunesse du président Laurent Gbagbo, mais en accord avec le directeur adjoint national de campagne chargé de la jeunesse, en l'occurrence M. Charles Blé-Goudé. Est-ce que la volonté de ces gens-là qui vous ont élu cette journée-là, est-ce qu'elle a été respectée? Non. Expliquez-nous pourquoi. Écoutez, après que j'ai été choisi par les jeunes du Tompi, 30-20 minutes après, avant que Charles n'arrive, il n'était pas là quand ça se passait, son représentant, M. Koué, Jean-Claude, est arrivé avec d'autres de ses amis du bureau du COGEP, bon, que je ne connaissais pas. Koué, je le connais très bien, parce que je l'avais vu. Et il est venu me dire que... Il est venu annoncer que M. Yaké, c'est vrai qu'il a gagné, mais on a le chef,
ce sont ses paroles, je n'ai pas entendu le chef le dire, son chef, ils ont décidé de nommer un superviseur au-dessus de M. Yaké Évariste. Ce qui a tout de suite engendré le courroux, c'est-à-dire la désapprouvance de la jeunesse qui dit mais il y a un directeur de campagne. Et comment se fait-il que pour notre région, il y a un superviseur qui était en l'occurrence un doyen de ma région, M. Blé Maurice, qui en plus est un oncle par alliance, qui n'était pas jeune. Donc, les jeunes ont voulu se fâcher, je leur ai dit non. De toutes les façons, attendons que Charles arrive, et puis ça ne changera rien à ma valeur intrinsèque, et il faut qu'on le voie pour le lui dire de visu au lieu de rester ici en train de se plaindre. Voilà. Alors, avant de continuer, ce monsieur Blé Maurice, est-ce qu'il appartenait à un parti politique en particulier? D'abord, il est transitaire de profession. Il est du FPI et il avait créé un mouvement dans notre région, à Logwalé, dans notre région, qui s'appelait GNKB. Que veulent signifier ces lettres? GNKB, qui signifie dans notre langue maternelle, pas le français, dans notre patois, comme on le dit, en langue Yakuba ou dans Gbagbo Noué Kwaba. Cela veut dire Gbagbo, merci pour tout ce que tu fais pour nous. GNKB en langue Yakuba, en langue Dan, si vous voulez, veut dire Gbagbo, on le prononçait Gbagbo Noué Kwaba. Ça veut dire Gbagbo, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et quel était l'objectif ou la mission de justement de ces GNKB? Le GNKB, comme la Kwemma JMG, comme la JUDEM, avait pour but, surtout qu'il était FPI, de promouvoir les actions de développement du président Laurent Gbagbo. C'est en cela, ça voulait dire, on le disait dans notre langue, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Monsieur le Président, c'est ce que ça voulait dire. Et cette personne qui a été choisie à titre, M. Blé Maurice, qui a été choisi à titre de superviseur, lorsqu'on compare son discours avec le vôtre, quel genre de personne il était? Déjà, il n'était pas jeune. Je vous ai dit, il est mon oncle par alliance parce qu'il est l'aîné de grande famille à ma mère. Ma mère, c'est la femme à mon père, pour que ça soit clair, parce que j'ai perdu ma mère en 2006. C'est pour cela que je suis rentré. Et c'est un, dans le jargon africain, c'est un doyen, c'est-à-dire une personne qui n'était pas de notre génération. Là, vous avez dit à un moment donné que d'attendre que Charles arrive. Est-ce que Charles est arrivé à un moment donné? Oui, c'est là, je vous ai dit, c'est en ce moment que j'ai croisé Charles. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il vous a dit? J'avais d'abord du monde. Quand il est arrivé, on allait à son bureau. Il m'a salué poliment, je l'ai salué. Et il m'a dit, OK, félicitations. Nous n'étions pas deux, il y avait du monde, puisqu'il y a plein de monde qui l'attendait. Et il recevait, puisque il y
y avait du monde au COGEP. Il m'a salué, il a dit ok, félicitations. Il a dit félicitations, on va travailler. Donc, ça ne m'a pas donné, puisque nous étions du monde, et ça ne m'a pas donné le temps, je pensais avoir un tête-à-tête du grand chef qu'il était par rapport à la campagne et celui avec qui il devait collaborer dans la région de Tonkpi. Il m'a salué, il m'a félicité poliment et puis il a dit qu'on se reverrait. Et c'est tout. Mais dans les faits, est-ce que par la suite, est-ce que vous aviez quand même un superviseur au-dessus de vous? Ou est-ce que vous aviez agi individuellement? Dans les faits, je n'étais pas l'homme, selon moi, qu'il fallait parce que je n'ai plus eu l'occasion ni d'assister à une réunion, ni d'avoir des directives, ni autre chose. Donc je me suis retourné et j'ai fait le compte-rendu à mon patron, le docteur Franck Guéhi, qui m'a dit de toutes les façons, tu es déjà assez occupé avec moi et je vais appeler le DDC, le ministre Gilbert Bleu-Lenné, c'est-à-dire le directeur départemental de campagne, c'est-à-dire celui qui supervise toute la campagne, que ce soit jeunes, femmes, au niveau du Tonkpi. Le DDC, le directeur départemental de campagne, le ministre Gilbert Bleu-Lenné. Est-ce que le superviseur est resté en place par la suite? Oui, il est resté en place parce que nous nous sommes retrouvés en main. Moi, je n'avais plus assez. J'étais une coquille vide. J'étais un DNC du nom, un DNCJA du nom. Mais c'est lui qui est resté en place. Et quand nous nous sommes croisés à main, parce que mon patron, le docteur Franck, m'avait envoyé, j'avais vu le ministre Gilbert Bleu-Lenné, il m'avait donné, mon patron Franck Guéhi m'avait donné une voiture, il m'avait trouvé une voiture, et le DDC m'avait trouvé des t-shirts, des gadgets, à l'effigie du président Laurent Gbagbo, tout ce qui concourait à une campagne. Et j'étais allé à Mans. C'est lorsque je suis allé à Mans, arrivé à Mans, je venais d'entrer dans la ville, en face de l'hôtel Léveneur, à Mans, que j'ai failli crever par les partisans de notre adversaire de ce temps. Où ils ont brûlé ma voiture, ils ont brûlé tout ce qui était dedans, j'ai eu la vie sauve grâce à l'intervention de certaines personnes. Alors, je veux retourner sur cette question du superviseur. Après que le superviseur est resté en place, vous, est-ce que vous aviez le soutien de Charles Blé Goudet? Non, manifestement. Et quelle a été votre réaction? Ma réaction, je l'ai dit, comme je l'ai dit si bien, j'ai dit à mon patron et j'ai dit aux jeunes, à ceux qui étaient acquis à ma cause, je leur ai dit de toutes les manières, nous avions un seul objectif. L'objectif, c'est de faire gagner notre champion, le président Laurent Gbagbo. Donc, moi, je vais utiliser via mon patron, le docteur Franck Guéhi, qui est lui-même conseiller spécial du président, qui m'a confié au DDC pour que nous ayons des gadgets, nous ayons tout ce que nous devions avoir de l'autre côté. Donc, il n'y avait pas lieu de se prendre la tête, comme on le dit, mais il fallait rester zen et regarder l'objectif. Parce que le docteur a dit, mon patron a toujours dit, qu'il est important que nous gagnions dans notre département pour que
le président, au fil de ce résultat, puisse accéder à notre requête de développer notre région. Une question par rapport à cette fonction de superviseur, les fonds. Est-ce que le superviseur recevait des fonds quelconques pour justement mener cette campagne à bon terme? Écoutez, quand on parle de campagne, il y a un budget, il y va de soi, et il y a des gadgets, il y a tout un tas de choses qui concourent à mener une bonne campagne. Comme on le dit, il faut des véhicules, il faut se déplacer, il faut donner des gadgets, il faut donner des posters, il faut organiser des meetings, il faut louer des sonos. C'est un tout. Il y va de soi que cela concourt à faire avancer les idéaux qu'on veut faire passer à la population pour voter en faveur de notre champion, qui était le président Laurent Gbagbo. Voilà. Alors, si je comprends bien votre réponse, le superviseur recevait ou avait des fonds qui lui étaient donnés justement pour mener la campagne? Je n'étais plus dans le réseau, mais je ne savais pas, la logique impose cela, puisque c'est une campagne. Mais je n'ai pas vu, je n'étais plus dans le réseau. Vous, personnellement, est-ce que vous avez reçu des fonds de la part de M. Blé-Goudet pour la campagne, après ce moment? Après les 16 motos et les 500 000 qu'il a remis, où j'étais à M. Gougon, je n'ai pas reçu des sous de M. Charles Blé-Goudet. Lorsqu'il y a eu un superviseur et que la jeunesse n'a pas acquiescé, je me suis retourné à ma case départ avec mon patron, le docteur Franck Guéhi, qui m'a donné une voiture, qui m'a donné des gadgets, comme je vous l'ai dit, et tout ce qui pouvait me permettre, à moi et ma jeunesse, de pouvoir travailler, parce que le but était que notre champion gagne. Voilà. Alors, justement, je veux... Si vous êtes en mesure de nous le dire à votre connaissance, pourquoi est-ce que M. Charles Blé-Goudet ne vous supportait plus? Financièrement. Je ne saisis pas la question. Si vous le savez, évidemment, à votre connaissance, est-ce que vous savez pourquoi M. Charles Blé-Goudet ne vous soutenait plus financièrement? Mais parce que je n'étais pas peut-être son choix et qu'il y avait un superviseur et que parce qu'à compter de cet instant, j'avais pris mes distances, j'étais retourné à la case départ chez mon patron, le docteur Franck Guéhi. Et aussi, je n'étais pas quelqu'un qui pouvait se soumettre aussi facilement, je vous l'ai dit. Déjà, je suis son aîné. J'ai eu une altercation avec M. Koué, pas avec M. Charles, M. Koué une fois, sur ce sujet, où je n'ai pas manqué de, de lui rappeler que Charles est un jeune frère. Il n'est pas mon chef. Je suis peut-être un collaborateur, si vous voulez, extérieur. Mais mon chef, c'est le docteur Franck Guéhi. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette altercation que vous avez eue? Mais déjà, je vous ai dit auparavant que j'étais venu le voir à la maison au Millionnaire. Et on m'avait laissé dehors, poireauter, comme si je n'avais pas rendez-vous. Et j'ai trouvé Mademoiselle Gouy, je leur ai dit, mais écoutez, j'ai rendez-vous avec M. Charles pour lui faire le compte rendu. Et on me laisse dehors, pantois, ça je n'arrive pas à comprendre. Installez-moi au moins.
Et M. Koué n'a pas apprécié. Il m'a dit ici, c'est comme ça. Bon, ben, c'est en ce moment, je lui ai dit, oui, le chef n'est pas là. Je lui ai dit, mais moi, ce n'est pas mon chef. Il faut que les choses soient claires. Ce n'est pas mon chef. Il m'a envoyé pour une mission. Je viens lui rendre compte. Le minimum du respect est qu'on me donne même une chaise, même un tabouret, si vous voulez. Mais qu'on ne me laisse pas dehors et que j'attende sans savoir à quelle heure votre chef viendrait. Voilà. Alors, je veux qu'on parle maintenant de la campagne électorale. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt avant la pause, nous avons l'information comme quoi que c'est le 5 août 2010 que justement a été déclenchée cette campagne électorale en Côte d'Ivoire. Si je comprends bien, vous allez me dire si oui ou non, est-ce que vous avez fait campagne quand même avant cette date-là? Non. Je n'ai pas fait campagne, puisque c'est quand il y a eu la nomination du DNCA et ainsi de suite. Comme je vous ai dit, j'ai rejoint mon patron, que je suis allé à l'ouest. Là, la campagne était ouverte pour faire campagne, où j'ai échappé à la mort. Alors, parlons justement de cette campagne électorale. Vous, personnellement, quels étaient vos moyens financiers justement pour faire cette campagne? Pouvez-vous nous dire? Je vous le répète, quand j'ai quitté et qu'il y a eu un superviseur, je suis allé rendre compte à mon patron, le docteur Frank Gueye, qui lui-même a appelé aussitôt le directeur départemental de campagne. J'ai nommé le ministre Gilbert Bleudené, à qui il a dit de pouvoir me donner tout ce qui était gadget et un peu de moyens. Lui-même, en tant que mon patron, puisqu'il était aussi dans la campagne, il viendrait, il m'avait remis une voiture. Une voiture. Il m'avait remis de l'essence, c'est-à-dire du carburant, comme on le dit, et des moyens pour que je puisse aller rejoindre le DDC, récupérer les gadgets, c'est-à-dire les t-shirts, les affiches, et pouvoir mener, selon ce que j'avais reçu, la campagne du président Laurent Gbagbo jusqu'à ce qu'il vienne nous trouver. Est-ce que c'était suffisant? Suffisant, c'était juste. Ça pouvait me permettre, moi et mes jeunes, de nous déplacer. On avait ce qui était le mobile de la campagne, les gadgets, les t-shirts. Pour nous, l'argent était le moyen de nous retrouver là-bas et de pouvoir mettre l'essence dans les motos, dans les différentes choses. Mais ce qui était suffisant, c'était la parole qui allait convaincre au-delà des gadgets et au-delà de ce que nous allions donner aux populations. Est-ce que vous aviez des gardes avec vous? En avez-vous besoin? Non. Je suis allé dans la voiture à mes éléments. J'ai donné des moyens à d'autres pour prendre des cas. Sinon, je ne me serais pas fait... je vous le répète que j'ai failli me faire griller comme une omelette devant les leveneurs. Si j'avais des gardes, ce ne serait pas arrivé. Et vous aviez combien de personnes qui voyageaient avec vous? Heureusement que la voiture, nous étions 5, le chauffeur, moi et 3 autres, et les autres avaient emprunté un car. Nous étions, disons, le bureau au nombre de 10 personnes, puisque toutes nos actions étaient concentrées dans le Tonkpi. Donc, notre cible était déjà sur le terrain. Nous n'avions pas besoin de transporter des gens. Il n'y a que ceux du bureau qui étaient en Abidjan, qui n'avaient pas les moyens, parce qu'il y avait des étudiants, tout le monde ne travaillait pas. Il y avait d'autres qui ne travaillaient pas, il y avait des gens de la société civile, mais qu'il fallait aider à se retrouver sur le terrain. Parce que de par leur présence,
et de par leur charisme, leurs parents comprendraient la nécessité de voter notre champion. Et durant cette campagne électorale, est-ce que vous, personnellement, est-ce que vous aviez accès au président Laurent Gbagbo? Non. Non. Alors, comparativement à vos moyens, Monsieur le témoin, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quels étaient les moyens de M. Charles Blégoudet durant cette campagne électorale? Écoutez, je ne veux pas dire ce qui n'est pas vrai, mais je sais que en tant que président, directeur national adjoint de la campagne, des 322 000 km², les moyens n'avaient rien à voir avec quelqu'un qui se concentre sur un département et une région. Je ne peux pas dire combien exactement, je n'y étais pas. Donc, je sais qu'il était le grand patron de la campagne. C'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce que vous êtes en mesure de nous qualifier ces moyens financiers? Je ne cherche pas quel... Mettre le titre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je fais objection ici. Je crois qu'il aurait été bienvenu que l'on posât aux témoins des questions pour savoir s'il avait un moyen quelconque de savoir quels étaient les moyens à la disposition non seulement de Charles Blégoudet, mais de son staff, de son organisation, comment il avait appris ça, par qui, est-ce que c'était fiable. Bref, il y avait toute une ligne de questionnement à poser avant de finalement poser une question conclusive qui était: avait-il beaucoup de moyens? Il est évident, et le témoin nous l'a dit à peu près 15 fois, qu'il n'avait aucun rapport avec Charles Blégoudet pendant cette campagne. Il l'a dit, il l'a répété 15 fois aux représentants de l'accusation. On ne peut pas lui poser ce type de questions directement, me semble-t-il. Your Honor, the questions or the suggestions. Monsieur le procureur, nous avons donné à l'accusation, mais les micros, que se passe-t-il? Monsieur le Garcia, oui, enfin le témoin, tout le monde parle en même temps, le président, c'est moi qui donne la parole. Maître Knops, c'est à vous, Maître Knops. Le témoin n'est pas un comptable. Or, les questions qu'on lui pose demandent des réponses hypothétiques. Le président, Monsieur Garcia, j'ai posé la question, Monsieur le Président, je pose des questions aux témoins et je vais en arriver à la base de ses connaissances au fil de mes questions. Il a déjà répondu en donnant une réponse qui est ce qu'elle est. Maintenant, je donne une question plus précise et puis s'il est en mesure d'y répondre, il y répondra. Le président. You know anything about... Savez-vous quoi que ce soit à propos des ressources dont disposait M. Blégoudet pour la campagne électorale? Mr. Garcia. Président, M. Garcia. Excuse me, Mr. Witness. Monsieur le témoin, dit le président, lorsque vous dites, et ici je lis la transcription, page 70, ligne 5, à partir de ce moment-là. Donc,
Lorsqu'on vous pose une question et vous répondez, écoutez, je ne peux pas vous dire ce qui n'est pas vrai. Mais si je sais qu'en tant que vice-directeur national d'une campagne sur 32 000 km², il n'y a pas de comparaison pour les ressources, en ce qui concerne ces ressources-là et celles dont dispose quelqu'un qui n'a la charge que d'une seule région. Donc je sais en fait que c'était un grand leader de la campagne. C'est tout ce que j'en sais. Mais vous pouvez expliciter un petit peu votre réponse parce que moi je ne la comprends pas. Lorsque vous faites une comparaison entre d'un côté un vice-directeur national d'une campagne qui s'occupe d'une superficie énorme de 32 000 km, voire plus, par rapport à la charge de quelqu'un qui ne s'occuperait que d'une région. Vous vouliez dire quoi exactement en employant cette métaphore? Je voudrais dire, Monsieur le Président, que M. Charles Blé Goudé était le directeur national adjoint chargé de la campagne du candidat Laurent Gbagbo. Cela signifie à ma connaissance, puisque nous avions 32 régions en Côte d'Ivoire, qu'il était chargé de se rendre dans toutes ces régions pour galvaniser avec des arguments et amener les jeunes et les populations à voter le président Laurent Gbagbo sur les 322 000 km². Ces 322 000, c'est la superficie de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais dire, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui se charge d'une superficie d'un département. La différence est grande. Donc, je voudrais dire, si on doit, par exemple, me remettre 10 € pour aller travailler à Mans, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui va travailler dans toute la Côte d'Ivoire. C'est tout. Yes, and so it is. Certes. Ça, j'avais compris. Mais, question suivie maintenant. Savez-vous lorsqu'on est directeur d'une campagne régionale, de quelles ressources dispose-t-on? Dans votre région, par exemple, quelles étaient les ressources dont disposait le directeur adjoint de campagne pour la région? Le directeur départemental de campagne. Le directeur départemental de campagne, à ma connaissance, avait mis à notre disposition celui du carburant. Il y avait une citerne de carburant pour permettre aux voitures de se, ravitailler pour aller dans les axes selon le programme donné à chacun. Il fallait nourrir l'équipe qui s'occupe de la campagne. Il fallait donner des gadgets à chaque personne qui allait venir donner les gadgets. Cela sous-entend les t-shirts, les pins, les chapeaux, les prospectus à l'effigie du président Laurent Gbagbo pendant tout le temps que dure la campagne, jusqu'à ce que le jour où officiellement la campagne est arrêtée pour passer aux élections. So it was more a matter of Le président. Donc c'était plutôt des biens, des gadgets, plutôt que de l'argent. Monsieur le Président, il y a de l'argent, mais je ne pourrais vous dire, puisque je n'ai pas compté d'argent, puisqu'il y a des zones, je vais vous expliquer, je prends le cas de chez nous. Quand vous allez dans des zones, dans des villages, aussi éloignés qu'ils soient-ils, il y a ce qu'on appelle le symbole pour pouvoir s'adresser dans notre langue à des populations, à des chefs, à des jeunes, à des mamans. Il faut donner de la boisson, il faut donner de l'argent, des sommes symboliques pour, selon nos traditions, dire
à nos parents que nous sommes venus échanger avec vous à propos de notre candidat. Et ces sommes peuvent varier en fonction de la superficie du village, de la ville, du département ou de la ou de la sous-préfecture. Mais je ne peux en aucun cas quantifier le budget puisque je n'avais pas accès à ce niveau. Okay, the OTP, Mr. Président, bien, merci. Eh bien, Monsieur Garcia, reprenez, s'il vous plaît. Je veux juste revenir en arrière, Monsieur le témoin, quelques instants. Après qu'on ait nommé un superviseur au-dessus de vous, comme représentant, quelle était la nature des relations que vous aviez avec M. Charles Blégoudet depuis ce moment-là? Nous étions distants. Nous n'avions plus de contact. Et j'étais retourné, comme je vous l'ai dit, à la case départ chez mon patron. Puisque le superviseur, j'étais rentré dans une période un peu de ce que je vais appeler de sabotage. Le superviseur ne me tenait plus, je n'avais plus d'informations. Donc, moi, j'étais focalisé puisque nous avions le même objectif. C'est ce que j'ai dit à ma jeunesse. Il fallait être zen et voir l'objectif et non les intérêts. Voilà. Vous dites que vous êtes rentré dans une période de sabotage. Expliquez-nous. Je vous explique quand... Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vous sabotait, votre campagne électorale? Oui, puisque sur le terrain, quand je dis sur le terrain à l'ouest, il y avait des jeunes qui étaient des COGEP, des jeunes frères que je connais, M. Gbé Eric, par exemple, qui était ami à M. Koué. Et il avait d'autres amis qui se sont rués sur le terrain pour dire que Évariste Yaké n'est pas le directeur de campagne, Charles ne le connaît pas, et que le superviseur, c'est M. Blé. Et qu'il n'aura aucun moyen, ne vous fiez pas à lui. Voilà. Je dis bien. Voilà. Et moi, on me rapportait cela. Mais moi, je dis que le plus important pour moi, ma mission était gagnée parce que devant tout le monde, j'avais battu le pasteur Gami. Mais ma mission était d'abord celle que mon patron, le docteur Franck Gueye, m'avait indiquée. Faire gagner notre champion, le président Laurent Gbagbo. Monsieur le témoin, est-ce que M. Charles Blégoudet, lui, est-ce qu'il y avait un lien quelconque avec ces problèmes que vous aviez sur le terrain? M. Charles Blégoudet et moi, nous n'avons plus contact. Mais M. Koué et M. Baïrik, surtout Koué, qui était l'homme à tout faire de M. Charles, c'est de lui que je parle, M. Baïrik, qui est un jeune qui représentait le COGEP dans la région. Voilà. Alors, Monsieur le témoin, je veux simplement rafraîchir votre mémoire à ce sujet. Et je fais référence au transcrit 0062-0537, onglet numéro 3. Et je parle de la page, je fais mention, je vais citer de la page 0539, ligne 39, jusqu'à 45.
Et vous dites, je cite, « C'est là où nous sommes arrêtés et que depuis ce temps, la brouille s'est installée entre Charles et moi. » Alors, l'intervieweur dit, « D'accord. Et vous? » Alors, je crois que ça apparaît sur votre écran maintenant, c'est peut-être un peu plus facile. Et vous avez dit, je cite, « Oui, nous ne nous parlions plus téléphoniquement et nous avons continué ainsi. Il a toujours cherché via Blais, Maurice et les autres à vouloir me mettre les bâtons dans les roues. Mais vu ma notoriété et vu que je suis descendant de la chefferie de chez nous, la famille régnante, comme on le dit. » Oui, je me souviens. Est-ce que c'est exact? Oui, je me souviens d'avoir dit cela, puisque je vous l'ai dit, monsieur, je vous l'ai dit que monsieur Blais et moi nous étions en bruit, c'était fini, on ne se voyait plus. Mais monsieur Koué Jean-Claude, monsieur Baéric, tous ceux, et monsieur Blais Maurice, qui est même un oncle par alliance. But who is playing the radio? Sorry. Joue à la radio. Il y a une radio quelque part. J'entends de la musique. J'écoute de la musique. Ça ne va pas. Also in the public, they hear it? No. Tu l'as entendu? Non, non. Bon, tant mieux. Yes, in English, yeah. Well, we heard some. Bon, on a entendu un petit air de musique. Mais maintenant, nous allons à nouveau entendre le témoin. Allez-y, s'il vous plaît. Good. Oui. Et je vais continuer, monsieur le témoin, simplement pour vous rafraîchir la mémoire par rapport aux autres questions que je vous ai posées. On est encore à la page 0539, et si vous regardez à la ligne 65, et je vais aller jusqu'à la ligne 76. Alors, intervieweur, et je cite, « Mais qu'est-ce qu'il faisait pour mettre des bâtons dans les roues? Là, c'est quoi qu'il faisait exactement? » Votre réponse, et je cite, « Non, mais non, le problème c'est quoi? Il donnait les moyens puisqu'il avait les moyens. Il était très puissant financièrement. » Intervieweur, ligne 71, et je vous cite, « Et c'était l'homme, le patron de la direction nationale de campagne, nommé par le président. Il est, comme lui-même, il l'a dit, il est le fils du président. Il voyait le président comme il veut, donc il donnait les moyens aux autres pour tenter de me déstabiliser, puisque l'argent, aujourd'hui, pouvait permettre de diviser. Mais Dieu merci, j'avais une équipe soudée qui croyait en moi et avec qui je me suis battu depuis toujours, qui a tourné dans tous les villages, dans les missions, et à qui je tenais un langage de vérité. » C'est bien ce que vous avez dit aux enquêteurs? Oui, effectivement. Je l'ai dit, M. Blais Maurice, puisque M. Blais Maurice qui était le superviseur, moi j'étais arrivé, j'avais reçu auparavant, je vous l'ai dit, 16 motos antérieurement. Et après que nous nous sommes quittés au siège du COGEP, où il y a eu la brouille, les arts de sabotage, parce que quand quelqu'un qui, sur le terrain, de par ses hommes, je parle de Koué, je parle de Baéric, des autres, et mon oncle, Blais Maurice, donne 2, 3 fois, même 4 fois, je l'ai dit, c'est ce que vous donnez, et dit qu'il est celui qui a été choisi comme par Charles Blé Goudet, il y va de soi
que vous vous retrouvez dans une position de faiblesse financière. Mais heureusement que, étant un homme de terrain, je vous l'ai dit auparavant, que je suis descendant de la famille, et ce n'est pas du côté financier, mais de la famille royale, dirigeante des 68 villages de l'Ogualé. Et maîtrisant nos us et coutumes, étant tout le temps sur le terrain, mes jeunes à qui j'avais tenu un discours franc de vérité qui disait que l'objectif était la victoire de notre champion, étaient restés toujours soudés avec moi, avec le peu de moyens que le DDC m'avait donné et que mon patron m'avait donné. Nous avions fait notre campagne. Alors, simplement pour conclure sur ces extraits, si je comprends bien ce que vous avez dit aux enquêteurs, c'était vrai. Oui. Vous avez parlé également cet avant-midi, je crois bien, sur Charles Blé Goudet et son mouvement, la COGEP. Vous, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire, à votre connaissance, à l'époque, qui finançait Charles Blé Goudet et la COGEP? Je ne sais pas. Ce n'était pas mon mouvement. Je n'avais aucune idée lorsqu'il m'a appelé, sinon je ne sais pas. Alors, Monsieur le témoin, je vais encore une fois vous rafraîchir la mémoire à ce sujet. Et je fais référence au transcrit 0062 0574 qui se trouve à l'onglet 4. Un instant. Et je vais faire référence à la page 0594 dans un premier temps et 595 aussi, si on pourrait afficher 594 pour les témoins, en commençant par la ligne 708. Alors, Monsieur le témoin, je vais vous lire. Vous êtes aussi en mesure de suivre pendant que je vous lis, mais à la page 0594, ligne 708, intervieweur 2, et la question, je cite, « Est-ce que vous êtes au courant un petit peu, sans qu'on parle de COGEP et Blé Goudet, puis sa COGEP, les moyens qu'ils utilisaient pour atteindre leur but? » Là, c'est 710. Alors, c'est vous-même. Et je vous cite, « Oh, mais Blé Goudet, je vous dis que Charles Blé Goudet, c'est le fils du président Laurent Gbagbo. » Intervieweur, 713, je vous cite, « Le président donne les moyens. » Intervieweur, oui. 715, et je vous cite, « Et puis, on avait les DG, les grosses structures comme le port, le DG, Marcel Gossiot. Bon, c'était le fils du président, donc toutes les personnalités savaient, lui, qui est
Il voit le président quand il veut, où il veut. Donc tout le monde, il avait les moyens, il avait un cortège, il avait toute une armée qui l'accompagnait. Et c'était le grand patron, c'est le grand patron quand même. Je vous remercie. Sur ce point, j'ai dit aux enquêteurs, mes souvenirs sont bons, quand ils m'ont posé la question, je reconnais, je l'ai dit que Charles Blé Goudé était le fils du président. Oui. Charles Blé Goudé voyait le président quand il voulait. Oui, ça, toute la Côte d'Ivoire le sait. Charles Blé Goudé avait des voitures, avait des agents de sécurité. Ça, toute la Côte d'Ivoire le sait. Et pour moi, je pense que quand on voit, on est le fils du président, quand on voit le président, et tous les DG, ça je l'ai entendu, je l'ai dit, les DG dont j'ai cité, M. Marcel Gossio, qui étaient tous des frères et des amis du président Laurent Gbagbo, des collaborateurs, qui savent que Charles est le fils aimé politiquement du président Laurent Gbagbo, le soutenait. Je le dis parce que je vous ai dit que dans ma région, il avait des représentants. Il avait des représentants. J'ai cité le jeune frère Gougon Guillaume, j'ai cité Bayrick et autres. Ça, je l'ai entendu. Je n'ai pas assisté, je n'ai jamais accompagné Charles Blé Goudé chez Gossio, ni chez le président, puisque je ne l'ai rien vu. Mais quand ces éléments se targuaient, je ne sais pas, se vantaient qu'ils étaient allés avec leur chef voir tel DG, et tout le monde savait qu'à la télévision ivoirienne, concernant la jeunesse, quand on voit le grand patron, le président Laurent Gbagbo, il y va de soi, on voyait Charles Blé Goudé. Je le dis, Charles Blé Goudé voyait le président, puisque même mon patron, le docteur Franck Gueye. Voilà. Juste une question. Vous avez parlé de Marcel Gossio. Il s'agit de qui au juste? Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Il était le directeur général du port autonome d'Abidjan. Vous avez dit les autres. Est-ce qu'il y avait plus qu'un DG qui appuyait également ou est-ce que c'était simplement lui? Monsieur le Président. Mettre le titre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'attire l'attention de la Cour, de la Chambre, sur une nuance à respecter ici. Mon estimé confrère pose d'abord une question, c'est le début de ce débat. Qui finançait Charles Blé Goudé et la COGEP? Bon, question claire, et la réponse du témoin est claire, tout aussi claire. J'en sais rien. Et pour essayer d'obtenir une réponse autre, il va alors lui lire une déclaration, sa déclaration, dans laquelle il ne lui est pas posé du tout cette question, dans laquelle il lui est posé une question tout à fait différente, que je cite de mémoire. Est-ce que vous êtes au courant des moyens qu'ils utilisaient? Et là, on rentre dans le domaine de l'impression et de la spéculation. Your Honor, que l'on n'a given, plus. I'm sorry. Monsieur Garcia interrompt. Monsieur le Président, étant donné que mon contradicteur est en train de parler du fond de la déposition du témoin, je crois qu'il serait plus prudent
de demander au témoin de quitter le prétoire pour que mon contradicteur puisse justement présenter son argumentaire, s'il souhaite poursuivre. Le président, oui, effectivement, si vous souhaitez développer votre argument, il serait préférable que le témoin quitte le prétoire. Cela dit, je vois ce à quoi vous voulez en venir, parce que moi aussi, je peux lire la ligne 722 et 730, je peux lire la réponse. Je parle de la déclaration. Monsieur le Président, je m'en remets, oui, je m'en remets à la décision de la Chambre sur le fait de faire sortir ou pas le témoin. Écoutez, il n'y a pas de problème à le faire sortir en particulier. So, let's. Le président, très bien. Je demande donc au témoin de quitter le prétoire pendant quelques instants. Monsieur le témoin, veuillez quitter le prétoire. L'huissier va vous accompagner en dehors du prétoire. Maître Altit, although. Maître Altit, vous avez la parole. Cela dit, vous avez bien exprimé votre position. Très clair. On est parti d'une question claire, on a obtenu une réponse claire. Et pour essayer de revenir sur cette réponse claire, le représentant de l'accusation s'est alors engagé dans un entrelac de supputation et Alors, vous voyez, de proche en proche, nous sommes arrivés, peut-être recevait-il des fonds, mais je ne l'ai jamais accompagné chez tel ou tel. Et alors maintenant, on nous pose la question, et c'est là l'objet de mon objection, sauf que entre-temps, j'ai un peu perdu le fil. Alors, si vous permettez, je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà. Vous voyez, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, page 79, ligne 2, à la question du représentant de l'accusation, qui était Gossio, il répond, il était le directeur général du port autonome d'Abidjan. Bon. Mais rappelez-vous, je vais doucement pour les interprètes, mais rappelez-vous qu'il n'a jamais dit qu'il avait accompagné Gossio, parce qu'on ne lui a jamais posé la question. D'où savez-vous qu'il aurait obtenu de l'argent? Étiez-vous là? Qui vous l'a dit? Personne n'a jamais fondé quoi que ce soit. Et donc sur des supputations et sur des impressions, on en vient maintenant à la question suivante. Après lui avoir fait dire qui était Gossio, bon, vous avez dit, et je cite, question du représentant de l'accusation, page 79, ligne 4 des transcrits français. Et je cite, vous avez dit les autres. Est-ce qu'il y avait plus qu'un DG qui appuyait également ou c'était simplement lui? Fin de citation. Et maintenant, on est passé tranquillement à la certitude qu'il y avait au moins un DG, peut-être d'autres, qui les appuyaient. Voilà. Alors, de supputation en supputation, en avançant tranquillement dans le domaine de l'impression, on a quitté toute certitude et on peut tranquillement demander au témoin qui n'a jamais dit ça, est-ce qu'il y avait d'autres DG, directeurs généraux, qui appuyaient, c'est-à-dire finançaient Charles Blé Goudet? Mais est-ce qu'à un seul moment, le témoin a-t-il dit qu'il savait de sources sûres? Est-ce qu'on lui a demandé comment il le savait? Est-ce qu'on lui a demandé de donner des éléments permettant de recouper? Rien, supputation totale. Et alors, nous sommes arrivés au terme de ma démonstration. On est parti d'une question: qui finançait Charles Blé Goudet et la COGEP? Réponse: j'en sais rien. Pour lui faire dire, malgré lui, puisqu'il a dit j'en sais rien, pour lui faire dire, après avoir navigué tranquillement sur les eaux de la supputation, que des DG avaient financé, alors que le témoin a bien précisé que jamais, jamais, il n'avait accompagné qui que ce soit, et en clair qu'il n'en savait rien. Alors que l'on pose de vraies questions: pourquoi, comment, à quel moment, avec qui? Et on aura des vraies réponses. Mais tant qu'on ne fait pas ça, ce n'est pas un questionnaire. Et je fais objection, c'est bien le moins que je puisse faire. Mais Monsieur le Président, je crois qu'il est temps que la Chambre intervienne. Mr. Knoop?
Le président, Maître Knops, Monsieur le Président, la Cour, elle n'ignore pas le contenu de la directive 41. Oui. Il ne s'agit pas là de rafraîchir la mémoire du témoin, ni de lui confronter le confronter à une contradiction. Ce n'est pas le cas. Le témoin, dans sa déclaration, que l'accusation n'a pas citée, a confirmé qu'il n'a jamais entendu directement de la bouche de M. Bégoudet quoi que ce soit s'agissant du financement. C'est à la ligne 727 et la ligne 728. Donc il n'y a pas de contradiction par rapport à sa déclaration au bureau du procureur, ni sa déposition aujourd'hui. Il n'y a pas lieu de procéder à un rafraîchissement de la mémoire du témoin, puisque le témoin a dit qu'il n'avait pas de connaissance directe du financement. Par conséquent, il ne convient pas de présenter au témoin une déclaration qui est en fait un passage sélectif. Si vous lisez à la page 40, le témoin dit qu'il n'a pas de connaissance directe s'agissant du financement. 740. Par conséquent, le confronter à une déclaration antérieure est en contradiction avec la teneur de la disposition 41 de votre décision. Le juge président, j'allais justement intervenir avant que vous ne preniez la parole. Parce que si effectivement, si vous lisez la ligne 722 et 730, sa connaissance est fondée sur les dires de certaines personnes à la télévision. Donc il n'y a pas de réelle contradiction par rapport à ce qu'il a dit. La connaissance dont il dispose ou dont il disposait à l'époque, qu'il avait à l'époque, lui provenait de la télévision et des propos tenus par d'autres personnes. Ici, il a simplement dit « je ne sais pas », sauf à évoquer les autres sources. Par conséquent, vous ne devez pas étirer le concept de la confrontation ou de cet exercice qui consiste à rafraîchir la mémoire. Il n'y a pas lieu de se livrer à cet exercice si le témoin ne dit non, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction avec ce qu'il a dit précédemment. Monsieur Garcia, Monsieur le Président, je veux juste être très clair. J'ai utilisé l'expression rafraîchir la mémoire, mais peut-être aurais-je pu dire opposer au témoin une déclaration antérieure. Le président, oui. Le président interrompant, oui. Monsieur Garcia poursuivant, et le témoin dit, le président interrompant, non, certes, si le témoin vous dit je ne me souviens pas, vous pouvez procéder à un rafraîchissement de sa mémoire. Or, si le témoin fait une déclaration et que cette déclaration contredit ce qu'il a dit antérieurement, à ce moment-là, vous lui opposez sa déclaration antérieure, ce qu'on appelle la confrontation. C'est autre chose. Monsieur Garcia, oui, je prends bonne note de ce que vous dites, Monsieur le Président. Parfois, on rafraîchit la mémoire du témoin. C'est une étape préliminaire avant de procéder à cette confrontation. C'était le but de mon exercice. En dépit des mots que j'ai utilisés, le témoin dit « je ne sais pas ». Or, cette information, il la connaît, quelle que soit la source et la provenance de cette information. Plus tard, la Chambre appréciera la crédibilité de cette information. C'est pour cela que j'ai présenté au témoin sa déclaration antérieure, simplement à cette fin-là. Évidemment, lorsque le témoin reviendra, je lui poserai des questions sur ses connaissances, si tant est qu'il sache quoi que ce soit et qu'il provienne d'autres sources. Le Président, nous le savons maintenant, cela figure au compte-rendu. Nous le savons maintenant, nous le savons, c'est au compte-rendu. Et nous débattrons ultérieurement du contenu du compte-rendu. Je crois que vous devriez simplement poursuivre, à moins que vous ne vouliez vous appesantir sur ce sujet pour d'autres raisons. Monsieur Garcia, j'en prends bon acte, Monsieur le Président. Le Président, bien. Monsieur l'huissier, veuillez faire entrer le témoin dans le prétoire à nouveau. I can use it. No, I can't because he's coming. Je vais saisir... Non, je ne vais pas profiter de cette... D'accord, le témoin arrive. The floor is back. Je redonne la parole à Monsieur le procureur, Monsieur Garcia.
Alors, monsieur le témoin, je veux simplement revenir sur une partie de votre réponse et elle se trouve à la page 78, ligne 24-25. Vous avez dit, je le dis, Blé Goudet voyait le président puisque même son patron, le docteur Frank Gay. Est-ce que vous pouvez compléter cette pensée ou cette affirmation? Qu'est-ce que vous voulez nous dire par ça? Je voudrais dire que j'ai dit, pas le patron Blé Goudet, moi, mon patron. Mon patron, le docteur Frank Gay, était conseiller spécial du président. Je voudrais dire qu'il ne voyait pas aussi souvent, puisque quand il doit voir le président, excusez-moi, plus ou moins, nous le savons. Il nous dit, j'ai rendez-vous avec le grand chef. Mais je voudrais dire que Blé Goudet avait accès au président plus que mon patron, juste cela. Monsieur le Président. Maître Altit. Oui, merci Monsieur le Président et pardon à mon confrère d'intervenir. Mais je crois qu'il serait bon peut-être de poser des fondations, de poser des questions qui logiquement ensuite conduiraient à poser la question qu'il pose. Vous comprenez, quand on demande est-ce que Blé Goudet voyait souvent le président, la question avant, il doit y avoir une question avant, parce que ça c'est une conclusion, il doit y avoir une question avant. Aviez-vous les moyens de savoir si, par exemple, enfin je veux dire, c'est tellement évident. Bon, le problème c'est qu'à chaque fois c'est la même chose. Alors je ne me suis pas levé, j'ai attendu, je me suis dit ça ira mieux, ça ne va pas mieux. Donc à un moment, Monsieur le Président, je crois qu'il faut que la Chambre intervienne. L'interrogatoire, tout interrogatoire a une logique. Il faut la respecter parce qu'à défaut, on fait dire aux témoins des choses qu'il ne dit pas. Et en plus, accessoirement, on rend absolument incompréhensible pour les juges et pour les parties après la possibilité de se faire une opinion sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est dit. Mr. McDonald. Yes, Le président, Monsieur MacDonald, oui, je me lève, Monsieur le Président, parce que c'est un thème récurrent s'agissant de ce témoin. Mais c'est vrai aussi d'autres témoins. Je vais parler en français, d'ailleurs. non, nos questions ne visent pas à faire dire quelque chose au témoin qu'il ne veut pas dire. Et je crois que ceci est très clair dans les réponses que le témoin donne. I will now switch back to English. Je repasse à l'anglais. Donc, Monsieur le Président, Maître Altit intervient régulièrement pour interrompre notre interrogatoire en affirmant tout le temps qu'il devrait y avoir des questions préalables. Nous menons notre interrogatoire comme bon nous semble. La défense aura l'occasion de poser ces questions et à ce moment-là, ils pourront revenir sur ces questions. Mais si nos questions ne sont pas précédées d'informations préliminaires, eh bien, les questions n'auront pas, ou les réponses n'auront pas de valeur probante. Et c'est nous qui en paierons les conséquences au moment de l'appréciation des faits. C'est un choix que nous faisons, c'est à nous qu'incombe la charge de la preuve, après tout. Je demanderai à la Chambre de bien vouloir rejeter cette objection et rappeler à Monsieur Maître Altit que nous menons notre interrogatoire quand bon nous semble, dans les limites évidemment de la décision relative à la conduite de la procédure et les instruments que la Cour a mis à notre disposition. Je vous remercie, le juge président. En effet, la Chambre rejette cette objection parce que l'interrogatoire est simplement une question de questions et de réponses. On pose des questions, on obtient des réponses. Pour ce qui concerne les questions préliminaires, ce n'est pas un concept juridique.
L'expression lay the foundation, poser des questions préliminaires, non, ça n'a pas de fondement juridique. Il s'agit simplement de poser des questions aux témoins sur des faits. Parce que si vous jetez les bases de votre question, si vous posez des questions préliminaires, parce que toute question pourrait éventuellement être précédée d'une question préliminaire. Alors je ne comprends pas ce concept personnellement. J'invite cependant le procureur à poser des questions simples et à obtenir des réponses. Et si le témoin est en mesure, enfin s'il peut s'en souvenir, il répond. S'il n'est pas en mesure de le faire, il dit « Je ne peux pas répondre à cette question ». Il doit répondre et dire la vérité. Veuillez poursuivre. Alors, Monsieur le témoin, vous nous avez dit, mais je vous l'ai dit à la page 85, ligne 7, ligne 6 à 8, mais je vous l'ai dit que Charles Blé Goudet avait accès au président plus que mon patron, juste cela. Comment est-ce que vous faites pour le savoir qu'il avait plus accès au président, plus que votre patron, M. Franguet? Mon patron, le docteur Franguet, j'avais cette chance que chaque fois qu'il devait voir le grand chef, plus ou moins, puisque nous étions tous les jours ensemble, il me le disait. La majorité. Mais quand je sais que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, je lui demandais souvent, mais quand il y avait des missions, est-ce que tu as vu le chef, tout ça? Il me disait, non, je n'ai pas encore pu, j'ai demandé une audience, ils vont me rappeler, le chef est occupé, mais je le verrai, parce que je dois faire le point de ça, de ceci. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que le nombre de matins... Bon, puisque il me posait des questions pour avoir plus ou moins mon avis. Ça veut dire que ce n'était pas régulier. Or, c'est ce qui m'a permis, dans ma tête, de me dire, à chaque occasion, je dis bien politique qui concerne, je dis bien politique qui concerne la jeunesse, qui concerne tout ce qui a trait à la politique, si la majeure partie des cas où le grand patron était là, le président Laurent Gbagbo était là, envoyez Charles Blé Goudet. Voilà. D'accord, merci, Monsieur le témoin. Monsieur le témoin, à votre souvenir, est-ce qu'il y avait des plaintes dans l'entourage? Est-ce que les gens se plaignaient du fait de la distribution de l'argent pour la campagne électorale? Je ne saisis pas bien la question, s'il vous plaît. Est-ce que, à votre connaissance, vous avez su à un moment donné qu'il y avait des plaintes, que des gens s'étaient plaints dans le milieu de M. Charles Blé Goudet concernant la distribution des sommes de l'argent justement pour la campagne électorale? Écoutez, j'ai entendu, mais je ne peux pas vérifier. Mais j'ai entendu, mais je ne peux pas vérifier, puisque j'avais pris des distances. Et ce que vous avez entendu, ça avait rapport avec qui? Ça avait rapport avec d'autres leaders, puisque je vous ai dit que déjà, si mes souvenirs sont bons, d'autres leaders comme des jeunes de la JFPI. De la JFPI qui est le parti du président Laurent Gbagbo, notre champion. Parce que ceux d'abord, ils n'ont pas apprécié, ça je l'ai entendu,
le fait que le choix du patron se soit porté, du président se soit porté sur Charles. Ça, je l'ai entendu. Et ils ont d'autres aussi, j'ai entendu, je le dis, je n'ai pas vérifié, je n'étais pas, aussi que ça faisait qu'il se sentait peut-être lésé. Voilà. Et lorsque vous mentionnez d'autres leaders des jeunes de la GFPI, vous faites référence à qui? Évidemment, la GFPI, il y avait Damana Dia-Picasse, il y avait Konaté Navigué. Ça, c'était la GFPI, le parti du président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous rappelez un peu plus sur s'il y avait une plainte à l'égard des sommes d'argent? Non. Exactement, je ne me souviens pas, non. Alors, je vais vous rafraîchir la mémoire sur ce point-ci. Et je vais faire référence à l'onglet numéro 3, c'est le CIV 0TP, OTP 00620537. À la page 0550. Et je vais débuter à la ligne 439. Alors, je vois que c'est déjà affiché devant vous. Alors, je vais aller à la ligne 443. C'est vous-même qui parlez, je vous cite. Je me souviens, il y a eu un meeting à Man où le Koua Justin, celui qui est là aujourd'hui, ils sont venus à Man. C'est moi qui suis allé voir le ministre. Koua Justin est venu avec Gaudé Alain, le fédéral de jeunesse, Gaudé Alain. Il l'a fait venir. C'est moi qui suis allé voir le ministre Bleu-L'aîné. Ils étaient à l'hôtel. Ils n'avaient même pas les moyens de demander 100 000. Et le ministre m'a donné de l'argent et je suis venu. Je leur ai donné 100 000 francs CFA. Intervieweur 1. Navigué Konaté et Koua Justin, ils se plaignaient de quoi? Ils se plaignaient que vous-même, je vous cite bien, intervieweur 1, tous les moyens étaient donnés, et je vous cite, à Blé. Intervieweur à Blé et que vous-même vous dites oui. Intervieweur, lui, il distribuait pas ça pour eux, pour qu'eux, ils puissent faire la campagne aussi. Vous-même, voilà. Intervieweur 1, qu'est-ce que c'est une question de « Ah, ils aimeraient bien manger l'argent aussi ». C'était quoi? Vous-même, je vous cite, c'est une question, de toutes les manières. De toutes les manières, il faut appeler un chat. Citation, on ne peut pas faire une campagne sans manger. Intervieweur 2, Vous-même, je vous cite, quand même. Intervieweur, donc il se plaignait que tout l'argent allait plutôt à, personne n'a entendu, c'est vous-même, je vous cite, oui, c'est lui qui gérait. Intervieweur 1, Ablé étant le directeur 2, et je vous cite, voilà, il ne donnait qu'à ses amis,
et qu'à tous ceux qui étaient dans son réseau. Oui, je vous remercie. Je me souviens effectivement que le jeune frère Kwa Justin, membre du bureau de la JFPI, et le jeune frère Gaudé Alain, fédéral de la jeunesse de la JFPI de Mans. Nous étions à Mans. Et lorsque Kwa Justin a fait une visite par l'entremise d'Alain Gaudé, de mobilisation, ils sont arrivés. Et ils m'ont trouvé à Mans. Et le jeune frère Gaudé Alain, qui était un petit frère, ils étaient à l'hôtel, il m'a fait appel. Ils m'ont dit, ils m'ont demandé à moi des sous. Je leur ai dit, écoutez, moi je n'en ai même pas, puisque comme vous le croyez. Je dis, mais attendez, vous ne pouvez pas me dire que vous venez en mission, surtout pour le chambrer, quoi, toi, JFPI, secrétaire national, parti du président, et tu n'as pas un radis, tu me demandes des sous. Et il dit non, nous on n'a pas, et que c'était Blé qui gérait, qui avait tout l'argent qu'il gérait. J'ai dit, mais la JFPI, Damana, c'est des détails, tout, c'est vous. Il dit non, nous on n'avait pas assez à ça. Mais là où nous sommes venus, on a des sérieux problèmes, on n'a pas de sous et on voudrait que tu nous aides. Je dis bon, restez à l'hôtel, je vais aller voir. Puisque vous êtes venus dans le même objectif, dans le cadre de la campagne du président Laurent Gbagbo, je me ferai fort d'aller voir le DDC, puisque mon patron Franck Gueye n'était pas là, et de lui exprimer votre vœu. Je me suis rendu pour voir le ministre Gilbert Bleu-Lenné, pour lui dire, écoute, monsieur DDC, on a des jeunes de la JFPI, leaders qui sont arrivés pour une mobilisation et qui ont des petits soucis, qui aimeraient un peu qu'on leur donne un coup de pouce. Et le ministre Gilbert Bleu-Lenné m'a remis la somme de 100 000 francs. Je suis retourné les trouver et je leur ai remis cette somme. Ils étaient très contents et nous nous sommes séparés. Alors, vous avez également dit aux enquêteurs, voilà, il ne donnait qu'à ses amis et qu'à tous ceux qui étaient dans son réseau. À votre connaissance, le réseau faisait référence à qui? Le réseau, c'est les membres du COGEP, de son mouvement, de ses amis avec qui il était le plus souvent, ses amis qu'il connaissait depuis fort longtemps, depuis toujours. Voilà. C'était qui ses amis qu'il connaissait depuis fort longtemps? Et il avait ses amis, je peux citer Awas Talon, c'était son ami. Je peux citer Jean-Yves Dipopieux. Je peux citer Annie Tchélé. Je peux citer Elie Alassou. Je peux citer Idriss Ouattara. Voilà, c'est ceux qui me sont restés en tête. Hein. Oui. I see your time, Your Honor. Thank you. Monsieur Garcia, oui, je vois l'heure qu'il est. Merci. Le président, très bien. Nous allons lever l'audience, mais je dois m'adresser à monsieur le procureur maintenant. De combien de temps est-ce que vous pensez encore avoir besoin pour achever votre interrogatoire? Monsieur Garcia, monsieur le président, je vais d'abord dire que je vais faire un calcul ce soir. Je vais essayer de restreindre le nombre de questions qui me restent. Mais je pense en avoir terminé pendant le premier volet d'audience demain matin. Le président, très bien.
La défense de M. Blégoudet, je pense que c'est vous qui se poserez des questions en premier. D'après ce que j'ai appris jusqu'à présent, oui. Alors je vous invite donc à commencer vos préparatifs dès maintenant. Nous allons lever l'audience et nous reprendrons demain à 9h30. Merci beaucoup.